السلام عليكم ومرحبا بكم معنا على راديو أصوات. عادة كتابعوني في حوارات بالدارجة، واليوم غادي نعملوا استثناء لأننا كنواكبوا المهرجان ديال الصويرة قناوة إيقاعات العالم، وكنواكبوا أيضا ككل سنة المنتدى لو فوروم ديال حقوق الانسان اللي هاد السنه كيحتفي بالدوره الثالثه عشر ديالو. هاد الموعد السنوي ولا موعد اللي عنده المريدين ديالو وكيجمع مجموعه من المثقفين، من المفكرين، من الفنانين، الناس اللي كيجيو يتقاسموا آرائهم حول قضايا اللي كتهم المجتمع المغربي المعاصر، قضايا راهنة، ولكن أيضا مفكرين ومثقفين من جميع أنحاء المعمور اللي كيجيو المملكة المغربية والمدينة الصويرة باش يتقاسموا أفكارهم. واليوم أنا سعيدة كتير لأننا غادي نستضيفوا اسم بارز، هي بنت الريف، وهي أيضا اليوم كتعكس بنجاحها ونجاح المسار ديالها لقوة وتميز المرأة المغربية اللي الأصل ديالها مغربي، وهي اليوم مغربية فرنسية، هي نجاة فالو بالقاسم. Bonjour et bienvenue sur Radio Aswat. Merci beaucoup, bonjour. Alors, je ne sais pas si vous avez pu me suivre lors de ma présentation, mais comme je l'ai expliqué, d'habitude, nos interviews, nous les faisons en arabe dialectal, en darija, pour la large audience de Radio Aswat, qui est une radio généraliste au Maroc. Mais nous avons chaque année l'immense plaisir, bien sûr, d'accompagner le festival des Sawira Gnawa Musique du Monde et aussi de couvrir le forum des droits humains. Et puis, nous avons chaque année l'immense plaisir de rencontrer cette multitude de personnalités imminentes qui viennent, bien sûr, animer les tables rondes et ce forum. Et aujourd'hui, nous sommes très heureux de vous recevoir sur Radio Aswat. Merci. Najet, vous êtes aujourd'hui une icône de la femme marocaine. Vous incarnez également une belle jeunesse maroco-française. Vous êtes entre les deux rives. Vous êtes, comme je le disais, cette femme du Rif. Vous êtes originaire de Bnishgir, qui est dans la province de Nador. Vous avez quitté le Maroc, je pense, à l'âge de 5 ans pour rejoindre votre papa en France. Et comme nous avons suivi votre parcours brillantissime, vous avez été très jeune ministre, vous avez intégré très jeune le monde de la politique, où vous avez défendu et porté des dossiers très, très lourds, comme l'éducation, comme les droits à l'égalité des femmes. Aujourd'hui, quand vous regardez derrière vous et que vous avez encore de beaux jours devant vous, qu'est-ce que vous ressentez ? Je ressens à la fois de la gratitude, parce que je pense qu'il faut prendre le temps dans la vie d'être reconnaissante des choses qui vous arrivent quand elles sont positives, et que beaucoup de choses positives sont arrivées. Et en même temps, je ressens une forme d'intranquillité, c'est-à-dire que mon engagement politique ne s'est pas arrêté quand j'ai cessé d'être ministre, c'est-à-dire que je suis complètement traversée encore aujourd'hui de la nécessité de changer des choses, de se battre, d'arrêter avec des dysfonctionnements. Ça m'énerve, Donc en fait, ouais, je suis une intranquille. Donc je pense qu'il faut continuer, et la vérité c'est que quand vous prenez ces dernières années, les engagements qui ont été les miens, à la tête d'ONG qui luttaient contre l'extrême pauvreté, c'est quand même aussi des engagements de mobilisation pour que le monde aille mieux en fait. Donc même en faisant un peu moins de politique au premier plan, je continue d'être d'abord et avant tout motivée par ça. Ce 13e forum des droits humains ici à Essaouira se tient autour d'une thématique très symbolique et très importante, jeunesse, liberté et avenir. Et vous avez bien sûr écrit dernièrement, ou en tout cas réalisé une enquête autour du numérique. Est-ce que vous pensez que la jeunesse, aussi bien marocaine que française ou mondiale, est-ce qu'elle est finalement réellement libre ? C'est une très bonne question. D'abord, vous avez raison de dire aussi bien que, c'est-à-dire que vraiment ça traverse tous les pays.
Et pour moi, on est confronté à un enjeu énorme en fait, de société qui ne concerne pas que la jeunesse, qui concerne les adultes aussi, mais je pense que en fait, la surprésence du numérique et de ce petit écran dans nos vies est un problème en tant que tel dont on n'a pas suffisamment conscience. Il nous coupe de tellement de choses, de tellement d'expériences qu'on faisait auparavant, qu'on ne fait plus. À commencer par celle de l'ennui, du cerveau au repos, de la disponibilité mentale, voilà, et donc pour toutes ces raisons-là, moi je pense que le temps est venu d'interroger finalement les vertus comparativement aux dégâts de tous ces outils et ces applications qui semblent nous faciliter la vie parce que c'est facile d'accès, on l'a dans notre poche, etc. Mais qui en vérité nous font tout oublier de vivre à bien des égards. Et puis nous durcissent les uns contre les autres. On voit bien à quel point, par exemple, sur les réseaux sociaux, le clash permanent, la prime donnée au sensationnalisme, quitte à ce que ce soit du fake news, etc. L'enfermement des usagers dans des bulles cognitives où ils ne voient que ce qu'ils croient déjà savoir. Oui. Tout ça est quand même très préoccupant pour la démocratie à la fin et notre capacité à vivre ensemble. Et donc, oui, ce livre, il m'est venu comme une espèce d'alerte pour dire c'est notre responsabilité comme société de nous poser sérieusement la question de est-ce qu'on a vraiment voulu ça ou est-ce que ce sont quelques acteurs, les plateformes du numérique, qui nous ont imposé ça sans que jamais une discussion démocratique ait eu lieu sur tout cela. Alors aujourd'hui, bien sûr, nous sommes confrontés aux algorithmes, à l'intelligence artificielle. Nos enfants et les générations à venir beaucoup plus que nous. Et je vous avoue que ma fille, quand je la vois réviser ses cours sur son smartphone, je dis toujours qu'est-ce que tu fais? Il faut réviser. Elle me dit mais maman, je suis en train de réviser. Et c'est quelque chose qui me surprend toujours. Je n'arrive pas à intégrer encore ces réflexes-là. Donc aujourd'hui, cette liberté, finalement, le choix de dire est-ce que c'est comme ça que je veux vivre, que je veux m'exprimer, que je veux développer toutes mes connaissances, mon développement cognitif, est-ce que finalement ils sont libres aussi par rapport à ça? Chose qu'on avait eu, nos générations à nous. Je pense que vous approchez de la cinquantaine, alors que vous êtes toutes jeunes, mais on est de la même génération, ceux qui sont nés dans les années 70. On a eu quand même la chance finalement de pouvoir développer loin de ces contraintes-là en tout cas. Oui, en fait, le fond de l'affaire... Je ne sais pas si je peux le dire comme ça, contrainte, mais de ces limites-là. Voilà. Non, mais le fond de l'affaire, surtout, c'est que lorsqu'on... Je reprends l'exemple de votre fille ou de la mienne parce que c'est la même chose. En train de réviser ses cours sur l'écran. On pourrait se dire, c'est pas très grave, au fond, l'important, c'est ce qu'elle y fait. Sauf qu'on oublie que sur son écran vont apparaître des notifications qui vont la perturber dans sa concentration et qui vont happer son attention pour aller ouvrir tel réseau social, telle application, en même temps qu'elle était censée réviser. C'est ça le problème. Et donc, en fait, ce monde-là dans lequel nous n'avons plus la maîtrise de notre attention, de notre concentration, c'est là que la question du libre arbitre se pose. Parce que si on vous prend à froid et qu'on vous dit là en vérité tu étais censé réviser, est-ce que tu avais vocation à faire ça pendant 2 heures d'affilée sans être interrompu, vous allez répondre oui bien sûr, c'est pour ça que je suis venue. Est-ce que c'est finalement ce que tu as fait? Non, car on m'a empêché de le faire. Sauf que en fait, les gens ne conscientisent pas ça. Ils ne se rendent pas compte à quel point, en fait, c'est des petites violences qui sont faites que cette interruption permanente de votre attention. Et c'est d'ailleurs, ça occasionne une fatigue extrême. Il faut savoir que quand on est interrompu par une notification quelconque, ça reprend 20 minutes pour retrouver le niveau d'attention qu'on avait avant d'être interrompu. De manière générale, au-delà de ces interruptions par notification, la façon dont fonctionnent les algorithmes et leur caractère addictif qui vous retient malgré vous, en fait, c'est là que le libre arbitre est mis à mal. En vérité, c'est pas votre libre arbitre qui voulait jusqu'à 2h du matin scroller à l'infini, c'est pas vrai. Surtout qu'à la fin, vous avez comme une espèce de nausée. Vous dites j'ai perdu du temps de sommeil, j'ai strictement rien appris, pourquoi je suis restée là comme ça. Donc c'était pas votre libre arbitre, c'était plus fort que vous. Ces algorithmes-là, ce que raconte mon livre, donc qui s'appelle Sevrage numérique, ce que raconte mon livre, c'est qu'en fait, ils ont été consciemment pensés et voulus par des plateformes
pour nous retenir en ligne le plus longtemps possible au détriment de notre bien-être et de notre santé mentale. Pourquoi nous retenir en ligne ? Parce que nous retenant en ligne, ils collectent le maximum de données sur nous, qu'ils revendent à prix d'or à des marques qui ensuite nous envoient des publicités ciblées, maximisant leurs chances que nous achetions leurs produits. Ça veut dire qu'on a fait de nous des produits. Vous voyez ce que je veux dire ? Tout tourne autour de la maximisation du profit pour quelques-uns, Tout à fait, mais nous au détriment sommes, de notre vie. Donc c'est là que le libre arbitre est porté atteint. à cible. Et d'ailleurs, j'invite bien sûr les responsables de l'enseignement à prendre bien sûr connaissance de cet ouvrage et de ce travail très intéressant. Et pourquoi pas, devrions-nous aussi réfléchir au Maroc à l'interdiction de l'usage des réseaux sociaux avant 15 ans, avant 15 ans, chose qui a été optée dans pas mal de pays. Absolument, la et que je trouve fort louable. Et tout la à France fait. est là-dessus aussi. Tout à fait. Alors, pour revenir un petit peu à votre parcours, Najat Vallaud Belkacem, vous avez grandi en France, mais bien sûr, vous êtes née au Maroc. Et est-ce que vous vous sentez qualifiée pour parler aujourd'hui de la jeunesse marocaine ? Est-ce que durant votre parcours, vous avez, et aujourd'hui, à travers ce que vous faites, à travers vos actions associatives, votre ONG, est-ce que vous travaillez entre les deux rives ? Est-ce qu'il vous arrive encore aujourd'hui de revenir au Maroc, de mener des actions sur le terrain au Maroc ? Alors moi, la jeunesse marocaine, j'allais dire, vous avez raison, je ne suis pas légitime du tout pour en parler, puisque par définition, mon investissement politique et citoyen, il est en France. Donc je suis capable beaucoup mieux de vous parler de la jeunesse française. Mais par contre, je suis dans un lieu d'observation du monde par l'ONG que j'ai dirigée, qui est One, et qui luttait contre l'extrême pauvreté et les maladies évitables à l'échelle mondiale, et donc du coup qui brassait toutes les questions de solidarité internationale. Donc j'ai vu des jeunesses de plein de pays différents, ou encore par France Terre d'Asile, que je préside et qui est une structure qui accompagne les demandeurs d'asile en France. Donc à travers ces angles-là, en fait, je vois quand même quelles sont les angoisses, quelles sont les proximités, quelles sont les singularités aussi des jeunesses du monde. Et je pense qu'en fait, elles sont beaucoup plus proches qu'on ne le croit. Bien sûr qu'elles ne vivent pas toutes dans le même contexte, mais enfin, les enjeux majeurs du monde qui est le nôtre, si vous les prenez dans l'ordre, que ce soit la catastrophe climatique qui vient, que ce soit justement le développement des nouvelles technologies sans aucune régulation, que ce soit le retour de la guerre comme jamais à nos portes. En fait, toutes les jeunesses de tous les pays nourrissent de l'angoisse par rapport à ça. Donc je trouve qu'en fait, on aurait vraiment intérêt à avoir plus souvent ces croisements de regards, comme le débat qu'on avait ce matin avec le ministre de la Culture du Maroc. Vous n'avez pas envie de revenir vous politique, rapprocher davantage du Maroc? Se rapprocher, ça ne vous a pas frôlé l'esprit? Moi, j'ai l'impression qu'en fait, si vous voulez, ça me constitue, ça continue de me constituer pour partie, culturellement, familialement, par mes racines, par mes appétences aussi. Et que, en fait, rien que le fait de ne jamais avoir tourné la page, de ne jamais avoir considéré qu'il fallait forcément que ça appartienne au passé, d'être là assez souvent, intervenir dans des conférences auprès d'étudiants, etc. Pour moi, c'est une façon de continuer cette histoire-là à laquelle je ne veux pas renoncer. Et puis, j'ai eu la chance de pouvoir publier mon livre « La vie a plus d'imagination que toi » ici, récemment au Maroc. Et je l'avais déjà publié en France. Et j'ai trouvé ça formidable d'avoir aussi un lectorat marocain, et notamment la jeune génération qui m'a fait beaucoup, beaucoup de retours. Et je lui souhaite franchement tout le meilleur du monde, parce que la vérité, c'est qu'elle est forte, la jeunesse marocaine, hein. Ses exploits scolaires, universitaires sont regardés avec beaucoup d'attention, et puis il y a une énergie ici qui est quand même assez fabuleuse. Alors une toute dernière question, Najat Vallaud Belkacem. Tout à l'heure, lors de cette rencontre croisée avec Mehdi Ben Saïd, vous avez laissé la porte ouverte, un retour à l'action politique. Est-ce que ça peut se faire au Maroc? Au Maroc ? Non, je crains que non. Malheureusement, je pense que dans la vie, en fait, il faut être relativement clair. C'est-à-dire que
L'engagement politique, en fait, il est dans le pays dans lequel vous vivez au quotidien. Vous voyez quelles sont concrètement les problématiques de pouvoir d'achat des gens, les problématiques de services publics, etc. Sinon, vous êtes trop loin du terrain et ça n'a pas de sens. Par contre, utiliser l'expérience qui est la mienne, l'expertise sur un certain nombre de sujets et les mettre à disposition de tous ceux qui ont des bonnes volontés sur ces questions-là. Ici, évidemment que je le fais volontiers, mais ça va de soi. Merci infiniment. Beaucoup. Un dernier mot, face caméra, à tous les jeunes du Maroc et sur Radio Aswat. Ah bah oui, bien sûr, à tous les jeunes du Maroc et sur Radio Aswat. Partagez avec moi cette phrase que me disait souvent ma mère quand j'étais jeune. Elle me disait « La vie a plus d'imagination que toi ». Et je trouve que cette phrase est fabuleuse parce que dans les moments de doute où on a peur d'échouer, où on vient d'échouer, d'ailleurs ça arrive d'échouer, eh bien, ne croyez pas que toutes les portes vous soient fermées. Une porte qui se ferme, c'est la possibilité laissée à d'autres portes de s'ouvrir. Donc c'est comme ça qu'il faut prendre la vie. Allez de l'avant, faites-vous confiance, vous êtes vraiment la chose la plus précieuse qu'une société a, que ce pays a, et nous on compte sur vous. Merci.